Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Il est maintenant environ 5h30 du matin. J'ai fait les vidéos cet après-midi avec du soleil sur le bord de la plage, mais j'ai eu un couple, une paire d'abrutis, pour les appeler par leur nom, qui sont venus me péter les couilles en tournant autour, en faisant des grimaces, bref, en salopant toute la prise. Et puis quand j'ai regardé ça, j'ai estimé que je ne pouvais pas vous le présenter. Alors j'ai préféré me lever tôt, là ça fait depuis 2h30 du matin que je suis en train de préparer le document de ce que je vais vous parler. Et venir au bord de la plage. Comme c'est pas à côté de chez moi, je dois faire un certain nombre de kilomètres. Mais comme ça au moins on est tranquille. Alors nous sommes le 9 mars. Vous connaissez tous la Rome antique et l'adage « Panem et circenses ». On est en plein dedans. Donc, on a 96 pays qui sont contaminés à ce jour, au 9 mars. Plus de 110 000 personnes contaminées, donc ça va bien. On ne parle même plus d'épidémie, là c'est une pandémie, ça fait le tour du monde déjà, donc ça va bien se passer. En Italie, on a une explosion des cas. Vous verrez les chiffres tout à l'heure. Je vous les montrerai dans la vidéo, donc au montage. Le football a été annulé en Italie. Donc quand il faut savoir tout ce que le football rapporte, comment ça distrait les gens, et c'est une mafia, sans compter qu'il y a certainement la mafia qui est introduite là-dedans aussi. Donc ils ont dû prendre les choses vraiment en main, parce qu'ils ont laissé traîner, ce qui est la caractéristique des Latins. On laisse les choses traîner, puis on verra bien ce qui se passe. Après nous le déluge. Donc voilà, 16 millions de personnes en quarantaine. Ça va bien se passer, messieurs, 16 millions. C'est fort. La ville de Londres, plus tout ce qu'il y a autour, ça va faire à peu près ça. Espagne. L'Espagne. Alors ils ont mis le quartier, un quartier d'un village en quarantaine. Je dis bien un quartier. Oui, ces braves gens ont été un enterrement où ils ont été contaminés. Et puis maintenant, il y a entre 30 et 40 personnes contaminées, mais ils en ont déjà contaminé d'autres ailleurs. Donc non, une fois de plus, ils ont tout faux. Au lieu de mettre le quartier, on met directement tout le village en quarantaine. C'est beaucoup plus simple. Non, en Espagne, ils font encore les choses différemment. Là, un quartier d'un village. Donc et vous voyez sur les vidéos sur internet, des gens du village qui se plaignent qu'il n'y a rien. Oui, il n'y a rien pour l'instant. On va attendre un tout petit peu, puis on va rire un peu plus. Je voulais parler juste rapidement de deux choses. Donc, pour ceux qui parlent le français ou l'anglais normalement, donc en français, NRBC de Piero San Giorgio, qui vous donne de très très bons conseils. D'après ce que Piero m'a dit, il devrait être édité prochainement en anglais, donc pour ceux qui ne parlent pas le français, ça sera toujours ça de prix. Et pour ceux qui ont la chance de parler l'espagnol, on a un ancien militaire, un nageur de combat, qui a écrit un petit bouquin là, très sympa. Supervivance urbaine pandémie, c'est en espagnol, donc vous le trouvez sur Amazon. C'est tiré d'un blog, mais il donne de bons conseils, des points de vue qui sont justifiés, donc ça peut être intéressant à lire, et puis ça montre que malgré tout, certaines personnes commencent à prendre conscience de ce qui se passe. On est plus tout seul, les francophones, ça commence aussi à bouger au niveau hispanique, on va dire. Alors, en France, vous avez eu droit à Mulhouse à une réunion. Il y a des gens qui arrivent. À une réunion de religion. Une convention, une congrégation, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas grave. Bref, ces braves gens se sont réunis et ils ont été contaminés. Ce qui fait que certains d'entre eux habitaient en Suisse. Et ils nous ont ramené une partie de la pandémie. On a eu 60 personnes en plus malades dans le canton de Neuchâtel. Genève, le médecin cantonal, magnifique. Dans une des vidéos, il dit donc que le virus est parti d'un modèle animal expérimental, que ce ne sont pas les militaires, qu'il ne faut pas
comment dirais-je, parler de ce genre de choses, que c'est donc de la désinformation. La deuxième chose, on informe la population. On espère que la population ne panique pas. La population prend des décisions informées. On a vu passer dans les réseaux sociaux, c'était autour du 25 janvier, que c'était l'armée chinoise qui avait répandu le virus à Wuhan, qui était, en fait, c'était parti d'un laboratoire militaire et que c'était ça la cause de l'épidémie. Ce genre de transmission est complètement inutile et totalement pernicieuse. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un virus qui est parti d'un modèle animal expérimental, si j'ose dire, et qui a touché l'homme. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des militaires. Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Si on regarde les nouvelles à côté de Séoul, à côté des États-Unis, c'est marqué clairement comme quoi sont des experts en armes bactériologiques qui disent que c'est une arme. Donc bon, pour contrarier ce brave médecin cantonal, donc si c'est un modèle expérimental animal, ça veut dire qu'il s'échappait dans le laboratoire P4. En labo P4 est fait de manière, comment dirais-je, une prison, mais prison de haute sécurité. Et en plus, c'est comme si vous étiez au mitard. Je vais juste arrêter la prise de vue maintenant, vu que j'ai les gens qui arrivent et que j'aime pas être dérangé. Voilà, je suis de retour. Donc, je parlais des labos P4. Je vais vous mettre des schémas. Comme ça, vous verrez un petit peu comment c'est fait au niveau des protocoles pour les gens qui vont travailler dans le labo P4. Il y a toute une procédure concernant la manière de rentrer, enfin la manière de s'habiller, de rentrer, de ressortir, de passer en décontamination. En plus, vous verrez le nombre de sas qu'il faut traverser pour sortir de là. Tout ce qui est les résidus d'expérience, c'est détruit, c'est incinéré. Tout ce qui est les résidus d'eau, c'est traité aussi. Il y a des autoclaves. En fait, je ne dis pas que ce soit impossible, mais je dis que la probabilité que ça se produise me semble quand même limite. Donc moi, j'y crois absolument pas à ce que dit ce brave médecin cantonal. C'est clair, on ne va pas le contrarier, puisque si quelqu'un du corps médical le contrarie, ce monsieur a le pouvoir de bloquer le travail de la personne. Donc il n'y a pas que lui, je pense qu'en France c'est la même chose, en Espagne aussi. Donc le corps médical va se plier à ce que disent ces personnes, même si c'est de la plus haute fantaisie. Donc moi je dis, c'est une arme bactériologique. Maintenant si ça lui plaît pas, c'est exactement le même prix. As the world struggles to contain the new virus, a new speculation from the Chinese scientists who believe it may have originated at a research facility not far from the Wuhan fish market. While they say more research needs to be done to find solid proof, such labs are known to contain disease-ridden animals, including hundreds of bats. Our Kim Hyo-sun with the details. Amid the continued spread of the COVID-19 virus, there's rising speculation the virus could have originated from a government laboratory in Wuhan, rather than the widely held belief that it emerged from the city's Huanan seafood markets. Citing a report published by Chinese scientists, a Chinese-language newspaper published in Hong Kong, Mingpao, and the British daily The Mirror, explained Sunday that the Wuhan Center for Disease Control, or WHCDC, could have spawned the contagion in Hubei province. According to the report penned by Bo Tao Xiao and Lei Xiao of the South China University of Technology, the research lab, which is only 280 meters away from the Huanan seafood market, kept disease-ridden animals, including more than 600 bats. It stated that while it's plausible the virus was leaked from the lab and contaminated initial patients in this epidemic, more solid evidence is required through future study. The report also raised a possibility that the Wuhan Institute of Virology could have leaked the virus while it was carrying out tests involving Chinese horseshoe bats. Against such a backdrop, an article published by the Washington Times late last month is garnering attention as it raised the possibility that the disastrous outbreak could be the accidental result of biological weapons research. This comes as a renowned law professor at Tsinghua University in Beijing, Xu Jiangren, is known to be missing after publicly condemning Chinese President Xi Jinping for failing to contain the spread of the virus at an early stage.
He even added the condemnation could be the last message of his life. Kim Hyo-san, Arirang News. Ah ouais, je me ferai peut-être striker aussi la vidéo par l'État de Genève. Hein. La suite. Alors, les USA se préparent donc pour la contamination. Ils sont déjà contaminés, il y a déjà eu des cas, il y a déjà eu des morts. Ils s'attendent à 96 millions de cas, 4,8 millions d'admissions dans les hôpitaux et environ un demi-million de morts. Donc c'est quelque chose que les USA prennent au sérieux. Donc arme bactériologique, vu la vitesse à laquelle ça s'est propagé, probablement, même si la quantité de morts n'est pas aussi énorme qu'on le pensait au début, et puis on n'en saura jamais rien de toute façon, il faut être réaliste. Il y a certaines statistiques, mais il y a des choses qui ne sont pas communiquées aux gens, hein, à la plèbe. Donc, si les États-Unis se préparent, c'est que c'est vraiment violent. Du reste, le CDC, qui est l'organe de contrôle des maladies aux États-Unis, avait dit que les gens seraient seuls pour se débrouiller face à la maladie. Vous avez dû voir aussi en Australie des bagarres pour du papier cul. Et oui, le papier cul, chose essentielle quand on n'a pas de cerveau. Qui n'a pas eu de diarrhée dans sa vie ? Vous savez, la diarrhée quand on voulait arriver aux toilettes, et non, c'est trop tard. Vous ne l'avez pas dans la cuvette des chiottes, mais vous l'avez dans votre slip ou dans votre culotte. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sous la douche et vous vous nettoyez. Là, c'est la même chose. Hein. Si vous n'avez pas de papier, vous vous nettoyez à la salle de bain. C'est pas grave. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit au départ ou pas, je me suis fait striker une vidéo en espagnol. Donc, par une école a priori de survivalisme. Il faut croire que je dérange. Bon, les gars sont spécialisés dans autre chose. Je veux dire, le survivalisme, il y a tellement de possibilités différentes. Moi, ce que je crains le plus, en définitive, c'est ce que je vois pas. Qu'est-ce que je vois pas ? Les radiations, j'ai un compteur Geiger. Les virus, ce qui est chimique. Le NBC, donc virus, j'ai pas les moyens de faire les détections. J'ai pas les compétences non plus pour un laboratoire. Il faut des gens qui sont spécialisés, des chercheurs en virologie. Bref, c'est hors de portée du commun des mortels. Les kits de détection chimique, éventuellement avec l'armée on peut en obtenir. Et je sais qu'il en existe. Ils ont aussi des petits appareils, typiquement les pompiers, qui permettent de détecter les toxiques qui sont présents. Vous avez dû voir dans les aéroports, on vous fait passer un petit test, une languette chaude qu'on vous pose sur la main pour savoir si vous avez touché des explosifs. Ouais. Donc, c'est rigolo. Hein. Moi, ça m'arrive tout le temps. Chaque fois que je vais à l'aéroport, on me contrôle. Je dois avoir la tête à ça, alors je m'amuse beaucoup parce que je leur dis que j'ai tout ce qu'il faut dans l'avion si je veux le descendre. Là, ils aiment moins. Donc oui, j'ai passé toutes les vidéos sur Library, je vous mettrai les liens, comme ça vous pouvez aller dessus, et puis si je me fais striker la chaîne sur YouTube, au moins vous pourrez rester au courant, et puis c'est gratuit. Continuez à faire des stocks de nourriture, pas d'une manière panique, mais vous augmentez gentiment, sachant que les quarantaines, ils disent 14 jours, mais ça c'est dans la courbe de Gauss, hein, c'est la médiane, on va dire, alors qu'il y a eu des cas jusqu'à 29 jours. Donc prévoyez plus si vous avez l'occasion de le faire. En France, en Allemagne, réquisition des masques FFP2, FFP3, oui. Les gouvernements les ont réquisitionnés. Mais en vous mettant des grands spots publicitaires, en vous disant « Non, il n'y a pas besoin des masques, vous n'avez pas besoin de les mettre. » Donc bon, comme d'habitude, communication totalement schizophrénique des gouvernements. Ils sont totalement dépassés, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Comme d'hab, des politiciens qui font de la politique politicienne et pas des gens compétents. On devrait mettre des gens qui sont vraiment compétents dans le domaine. Et puis on sait tous que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière française, il n'avait pas de visa. Là, c'est à peu près la même chose. Je vais vous mettre un morceau de
d'une vidéo d'un syndicat français, l'UFML, syndicat des médecins, où il parle un petit peu de la situation. Vous pourrez aussi le retrouver sur YouTube, c'est facile à trouver. Agnès Buzyn, lorsqu'elle était ministre, a déclaré qu'il ne servait à rien d'acheter des masques chirurgicaux pour se protéger. Mais on ne se protège pas soi-même en portant ce masque bleu. Ça n'est pas un masque qui sert à se protéger d'un virus. Et elle a également déclaré avant de partir que les stocks étaient constitués. Nous avons travaillé à avoir des stocks de masques. On a vu après une communication erratique de l'État qui a dit tout et son contraire que maintenant on différencie la ville et l'hôpital, la ville ne bénéficiant que de masques FFP1 qui soudain deviennent efficaces dans la protection et l'hôpital qui pour les cas les plus lourds en pneumologie ou en réanimation bénéficie de masques FFP2. On a bien vu également le décalage qu'il peut y avoir entre les tenues des pompiers ou des SAMU lorsqu'ils vont chercher un cas possible, comme vous voyez derrière moi, et le médecin libéral qui les a appelés, qui lui est muni d'un simple masque chirurgical. On nage en plein délire. On est en train de nous dire à la direction générale que, selon une étude du JAMA, les deux masques se valent, sur une étude qui est basée sur des masques américains, qui est basée sur un protocole de tenue de masque en continu 4 fois 12 semaines, qui est bourré de biais et qui contredit surtout des études précédentes. Plus fort que ça, on a appris que la production des masques FFP2 avait cessé en 2011, ce qui est à l'opposé de l'avis du Haut Conseil de santé publique, qui était présidé à l'époque par Didier Houssin, qui disait qu'il fallait maintenir ces stocks en permanence et donc les reconstituer en permanence. On ne sait pas pourquoi, en tout cas la profession n'était pas au courant, on ne sait pas pourquoi la production a été arrêtée. Très franchement, cette histoire des masques et des protections des personnels soignants ne sent pas bon. Là, on ne parle même plus de kit de protection, ça veut dire que on n'a pas de lunettes, on n'a pas de surblouse et on imagine que les médecins qui ont une moyenne d'âge de 53-54 ans vont exercer sainement. Non, alors même qu'on va rentrer en stade 3 et qu'on aura besoin d'eux pour bloquer et faire qu'on s'occupe le plus possible des patients et éviter que les hôpitaux ne s'embolisent, au moment où on va avoir besoin d'eux, on ne leur donne aucun matériel. Ça ne peut pas durer. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Salut et à bientôt. D'un autre côté, en Espagne, on a eu un cas d'une personne qui a été malade et que les protocoles n'ont pas détecté. Bon, la personne a souffert d'une gastroentérite apparemment, mais pour simplifier la chose, les gastroentérites, ça peut être des rotavirus ou des norovirus ou encore des intox, intox alimentaires. Bien souvent, on peut avoir deux maladies donc en même temps, mais la plus forte l'emporte et masque totalement les symptômes de l'autre. Donc effectivement, il était peut-être déjà contaminé, mais dans les protocoles de tests qui ont été faits en Espagne sur ce monsieur, il n'a pas donné positif. Et après, une fois que la gastroentérite est passée, il a donné positif au coronavirus, parce que lui se plaignait. Donc, mais bon, ça doit être deux choses distinctes à mon sens, par rapport à ce que j'ai pu trouver et lire sur Internet. Il faut savoir que si on n'a pas fait de quarantaine plus ample, qu'on va devoir faire de toute façon, vu la situation, c'est qu'il y a un calcul qui est fait au niveau de l'économie. Qu'est-ce que ça va nous coûter d'arrêter l'économie et qu'est-ce que ça va nous coûter de nous occuper des malades ? Le problème, c'est qu'en ayant laissé les choses ouvertes, on va se retrouver avec beaucoup plus de malades, on va avoir l'économie bloquée et ça va durer plus longtemps. Donc de toute façon, le coût, il va être beaucoup plus fort. Donc comme d'hab, ils prennent pas les... J'avais trouvé une... Je dois avoir la photo, je ne sais pas si je la retrouverai, mais en gros, c'est une demi-décision égale bordel au carré. On est exactement dans ce cas de configuration en Europe. Il faut savoir aussi que les quarantaines, ça permet d'éviter la saturation des hôpitaux. En gros, au lieu d'avoir un pic comme ça, on va avoir un lissage de la courbe des gens qui vont être admis et les services médicaux, services sanitaires ne vont pas être saturés, donc vont pouvoir traiter les gens. C'est le but des quarantaines. Ralentir la progression, même si les gens sont déjà contaminés, les garder le maximum en confinement, de manière à pouvoir les traiter. On a d'autres problèmes. Le problème de l'agriculture avec les semis qui doivent se faire vu qu'on commence à arriver vers le printemps. Donc je vous laisse imaginer si les agriculteurs sont malades,
au niveau planétaire, eh ben on va se retrouver sans semis. Donc qui dit pas de semis, dit pas de récolte. Qui dit pas de récolte, des céréales, et ben pas d'aliments de base. Ah, là ça commence à prendre une autre tournure. Bon, faut espérer que ça va pas se produire, mais il faut prévoir le cas. Donc d'un autre côté, on a aussi la situation du just in time. Donc les magasins dans les villes ont pour 3-4 jours de stock. Tout est livré par les camions, donc je vous laisse imaginer si la chaîne d'approvisionnement est rompue, que ce soit par les livraisons, camions, par les stocks qui ne sont pas disponibles pour être chargés dans les camions, problème de disponibilité de carburant, enfin il y a plein de choses qui peuvent venir se greffer là-dessus relativement rapidement. Donc ouais, sans paniquer, hein, augmentez vos stocks, moi c'est ce que je fais, je panique pas. Les bourses, les bourses, bah ouais, elles se sont pété les dents la semaine passée, et ça va continuer, parce que l'économie, tout ce qui vient de Chine, c'est l'usine du monde, ça a été arrêté. Les stocks, comme c'est du just in time, une fois de plus, il n'y a plus de stock, donc c'est du chômage technique, plus les contaminations, plus tous les problèmes. Donc bordel au cube, c'est beaucoup plus rigolo. Et les bourses. Ouais, semaine prochaine, je pense qu'on va avoir une forte correction. Donc semaine du 9 au 16. Forte correction à venir. Le prix du pétrole, le cours s'est effondré de 30%, mais vous n'allez pas le voir à la pompe, hein, ça c'est juste pour les gros acheteurs. Donc voilà, s'il y a un effondrement de 30%, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent plus, qui ne se dépassent plus, qui ne consomment pas. Et donc, on va avoir un impact relativement fort cette année au niveau de l'économie. Donc ouais, comme on avait fait dans les prévisions, ça allait péter en 2020-2021. On est en plein dedans. Donc voilà, hein. Préparez-vous. Faites au mieux pour vous protéger, vous et votre famille, parce que de toute façon, les gouvernements sont dépassés, ils le seront toujours. Et les gouvernements, n'oubliez pas, ce ne sont pas forcément vos amis. Voilà. Donc, je vous souhaite tout de bon pour la semaine qui vient. Et puis, n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Ciao!